qu'un des secrets de l'écriture, c'est ça, c'est de travailler, puis ensuite retravailler, jeter, recommencer, retravailler. Ça ne vient pas comme ça. Le métier d'écriture nécessite vraiment de l'acharnement. Un acharnement qui est parfois douloureux. Et il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas écrire rapidement et montrer aux autres en disant « qu'est-ce que tu en penses ?» Il faut, moi personnellement, je n'ai pas montré mes bouquins avant pratiquement le 10e. Le 10e livre, j'ai commencé à le faire lire, les gens m'ont dit que c'était bien, moi j'étais pas encore content, etc. Et j'ai attendu comme ça jusqu'à avoir pratiquement 50 ans. Et j'avais terminé un livre, j'avais 47 ans à l'époque, et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Eric Orsena, parce que la personne à qui j'avais donné à lire ce bouquin avait trouvé malin de lui envoyer. Moi, ça m'avait fait très peur, j'ai dit mais ça ne va pas, d'avoir le prix de concours et tout. Et en fin de compte, M. Orsena a été absolument remarquable, puisqu'il m'a fait venir là où il travaillait, c'est au Quai d'Orsay à l'époque. Et il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je trouve ça absolument remarquable. Et je me demande qu'est-ce que vous attendez pour éditer. La mauvaise nouvelle, c'est que par contre, vous n'éditerez jamais ce livre-là. Et c'est en effet un livre totalement barré, dans lequel il y a à la fois de la science-fiction, il y a de la poésie, il y a tout. Et il m'a donné cet excellent conseil. Il m'a dit non, vous allez envoyer ce livre-là, vous n'allez pas comprendre, tout le monde va vous l'envoyer en disant ça ne marche pas. Parce que vous ne correspondez à aucune édition, aucune collection. Et vous allez vous lasser. Donc il a eu cette gentillesse et cette sagesse de me faire venir en me disant mais surtout sortez un livre maintenant. Vous êtes prêts, vous avez un style fabuleux, etc. Écrivez n'importe quoi, on s'en fout, ce sera bien. Et c'est à la suite de cette rencontre que j'ai écrit ce qui est devenu Les visages de Dieu. Quand j'ai terminé, je l'ai envoyé à 6 maisons d'édition et j'en ai 3 qui m'ont répondu favorablement. Et comme on est très prétentieux à l'époque, et j'étais très prétentieux, j'ai été vexé que les 3 autres n'aient pas dit oui. Et en fait, quand j'y repense avec le temps, j'ai un bol énorme parce que j'avais à la fois Robert Laffont, j'avais Flammarion en premier et Le Seuil. Et donc j'ai décidé d'éditer au Seuil. Et là, pour différentes raisons, qui démontrent aussi pour les personnes qui commencent que le monde de l'édition est un monde terrible, parce qu'on ne sait pas qui on a en face de soi, on ne sait pas quelle structure, où la structure en est, on ne connaît pas les histoires internes, et on peut très bien être l'enjeu de choses que l'on ne comprend pas. C'est ce qui est arrivé au Seuil, et donc j'ai mis 5 ans à me dépatouiller pour m'en aller du Seuil, pour me libérer du contrat. En fin de compte, avec le recul du temps, j'avais pas besoin de ça. J'ai pas besoin de me libérer, j'ai qu'à dire simplement votre clause comme quoi vous m'obligez à avoir les 2 autres, elle ne tient pas la route, allez vous faire foutre, etc. Donc le grand problème que l'on a aussi, c'est une grande ignorance de cette grande bête monstrueuse qu'est l'éditeur. Je le dis d'autant plus gentiment maintenant que je suis un très bon éditeur avec qui je m'entends parfaitement bien. Mais j'ai rencontré d'autres éditeurs que je ne citerai pas, et ça peut être vraiment le grand n'importe quoi. On peut arriver chez un éditeur, on ne sait pas, mais cet éditeur est en train d'être acheté. On est en train de négocier avec une éditrice, une directrice de collection qui est en train de partir autre part, qui n'en a rien à foutre, qui va vous trouver bien et du coup qui ne va pas vous prendre parce qu'elle va essayer de vous récupérer autre part. On est on est un petit bateau ballotté par les flots. Mon conseil, mais il est très comment dire, il est facile à dire, plus difficile à suivre. Mon conseil, bien entendu, c'est d'avoir un agent. Parce que l'agent, lui, connaît tout le monde. Il connaît, enfin, un bon agent, il sait exactement ce qui se passe. Il ne vous mettra pas dans telle ou telle galère, en dehors du fait qu'il va vous négocier les droits à l'étranger. Mais l'agent, il sait.
Parce que si on rentre chez telle maison d'édition et qu'on dit « Ah, je suis content, j'ai signé », peut-être que vous n'allez pas vous réduire du tout. Ça veut dire que pendant 5 ans, vous allez ramer. Donc, l'agent, lui, il sait. Le problème, c'est que les agents, ne gardant que 15% de ce que vous gagnez, ils ne prennent que des gens qui gagnent, qui ont vraiment un gros potentiel. Moi, je ne gagnais pas beaucoup quand il m'a pris, mais j'avais un gros potentiel à l'export, etc. Et puis, il avait un gros coup de cœur sur l'ensemble de mes livres. Donc, il m'a signé, mais normalement, il n'aurait pas signé. Donc, le conseil, c'est un peu ça. J'aimerais bien qu'en France, il y ait plus d'agents pour aider les auteurs à trouver leur chemin. Oui, alors c'est vrai que comme ce sont des gros livres, c'est des gros livres avec des énigmes complexes, avec des histoires sophistiquées. Par conséquent, l'obligation du plan, il y a une obligation de plan évidente, et pas un petit plan. Il faut un plan très dynamique, avec des parties, et ensuite il faut enrichir chacune de ces parties, et ensuite il faut faire des recherches poussées en ce qui concerne les différents éléments techniques qu'il va y avoir dans l'histoire. Dans le dernier roman, j'ai fait des grosses recherches sur l'œnologie. Ça se passe dans un vignoble et je ne connaissais pas assez, loin s'en faut. J'ai fait une grosse recherche sur le Moyen-Âge, sur la guerre de 100 ans, sur les Templiers, sur la peste noire. Donc, ça me prend pratiquement 1 an. Pourquoi est-ce que ces recherches sont importantes? Parce que plus on sera précis dans ces éléments narratifs, ces éléments réalistes, plus on arrivera à faire passer l'aspect fantastique de notre propre histoire. C'est ce qu'on appelle repousser le niveau de crédulité du lecteur. Il va mettre en question certains éléments, il va se rendre compte, s'il googlise ces éléments, qu'ils sont parfaitement exacts. Et par conséquent, il va croire ce que je vais raconter qui, lui, n'est pas exact. C'est un des petits jeux que j'aime bien, auquel j'aime bien me... Voilà. En fin de compte, tout m'intéresse. La vie m'intéresse. Franchement, tout m'intéresse. Je suis aussi inventeur. Je suis écrivain, je suis peintre, je suis musicien, j'ai déposé des brevets, je suis inventeur, j'aime beaucoup la technique, j'adore la nature, donc tout m'intéresse. C'est très important parce que comme on va plonger dans un livre pendant 3 ans, si je vais dans un endroit que j'aime pas, ou pas les choses que j'aime pas, je suis pas maso, mais j'ai pas envie, j'ai envie quand même d'avoir un plaisir dans la recherche, un plaisir, et ce plaisir, les gens vont le sentir. Il y a une forme de jubilation qui va se ressentir en lisant mes livres. Si je me dis, bon, ben, je vais faire mon prochain livre dans les banlieues parisiennes, comme on fait beaucoup de polars, avec des prostituées, des squats et des machins, non. C'est quelque chose qui m'a toujours gonflé, que je trouve d'un pénible, ça plombe. La plupart des policiers français, ça plombe encore d'ailleurs, même les téléfilms, et j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans. Parler des racailles, des machins, des bidules, non. Donc je préfère fantasmer et me dire qu'est-ce que j'aimerais bien, où est-ce que j'aimerais bien me retrouver, quelles sont les époques que je trouve belles. Et une fois que j'ai trouvé ces lieux-là, ces endroits où j'ai envie d'être à peu près, là j'essaie de me poser une colle. Alors la colle, ça va être par exemple, pour l'avant-dernier, c'était, je me souviens, j'étais dans une piscine, et d'un seul coup j'ai pensé à ça, un type qui est pris, et qui dit, ben, pour se justifier, il dit, ben oui, je l'ai tué, mais je l'ai tué parce qu'il m'avait tué. Et je me suis dit ensuite, pendant 3 mois, comment je peux m'en sortir avec ça? Mais je me dis, si j'arrive à trouver
véritable histoire qui tienne la route avec ça. Et là où je voulais que ça se passe à Saint-Domingue. J'avais envie un petit peu de parler de mon oncle, mon grand-oncle qui est mort à la guerre, sur la mystique. Donc ça fait une espèce de puzzle monstrueux. C'est comme quelque chose d'impossible à résoudre, un mot croisé ou un puzzle pas possible que je me mets dans la tête. Je vis avec pendant 2 semaines, 3 semaines, 3 mois. Je trouve des solutions, plus ou moins bancales. Tant qu'elle est bancale, j'en veux pas. Et petit à petit, elle prend sa place. Et puis le jour où je suis là, on dit ouais, oh oui. Et je me sens là, des petites ailes en disant ça, c'est trop bien. Je sais que j'ai trouvé. Et à partir de ça, je fais mon plan en 3 parties. Et dans les 3 parties, je commence à rentrer dans le détail. Alors, j'ai jamais trop reçu de conseils parce que j'ai jamais rencontré d'écrivain. Donc, il faudrait que je remonte au lycée. Mais quand on était au lycée, on écrivait des dissertations, on n'écrivait pas de livres. J'avais pourtant un excellent professeur qui avait eu le prix Goncourt pour un bouquin qui s'appelait Les Eaux mêlées, qui s'appelait Roger Icor, avec qui je m'entendais super bien. Il avait adoré une de mes nouvelles, j'étais très fier. Mais on n'avait jamais... Il vous jugeait, mais il ne donnait pas trop de conseils. Alors moi, le conseil d'écriture, surtout par rapport à ce que je reçois, c'est arrêter d'écrire 2 pages et de le montrer à tout le monde en disant qu'est-ce que tu en penses. Nom d'une pipe. Écrivez, corrigez, essayez d'être votre propre juge. Mettez votre ego à côté, on n'est pas à la Star Academy. Arrêtez ce côté je veux ça tout de suite. Pour l'écriture, ça ne fonctionnera jamais. Alors ça fait peut-être vieux con, mais je m'en fous. C'est fondamental. Moi j'écris comme un malade, j'écris des milliers de pages. J'ai été il y a 7-8 ans, je suis parti j'ai vendu ma maison de campagne pour continuer à être seulement écrivain. Ça c'est pareil, il faut le faire. Je savais que si je continuais la pub, ça allait, mais j'ai décidé d'arrêter il y a presque 10 ans. J'ai arrêté la pub et je ne vais faire qu'écrivain, parce que écrivain et peintre, parce que sinon je ne le ferais pas sérieusement. Et comme je ne pouvais pas vivre, j'ai pris ma maison de campagne et je l'ai vendue. Et je pense qu'il faut cette exigence-là. Et quand j'ai vendu cette maison, j'ai été avec mon fils en voiture et j'ai amené une énorme malle dans lequel il y avait des manuscrits. Et là, parce qu'à l'époque, encore une fois, ça fait vieux, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordinateurs. Et moi, je demandais j'avais plein de secrétaires dans tous les coins qui me retapaient, ça me coûtait une fortune. Et du coup, je gardais tous mes manuscrits. J'ai jeté des kilos et des kilos de manuscrits. Des kilos. Alors évidemment, mais t'aurais dû le garder et tout. C'est pas ça pour ça que je dis ça. Je me suis rendu compte la montagne de boulot. Ce qu'on voit beaucoup moins quand on fait des copier-coller, etc. Lire les visages de Dieu, je pense que j'ai dû avoir entre 60 et 70 versions complètes, finalisées. Ce qui n'a pas empêché que quand j'ai re-signé avec JBZ, un éditeur, il y a 5 ans, 4 ans, pour sortir les visages de Dieu, pour le ressortir, après le seuil, je l'ai retravaillé. Et quand Pocket a signé, je l'ai retravaillé encore. Et donc je pense que c'est cette exigence-là, avec une honnêteté aussi au niveau de son écriture, c'est-à-dire honnête par rapport à ses sentiments, pas tricher, pas essayer de trouver des formules de style, essayer d'être le plus honnête et le plus travailleur possible. Moi, c'est mon conseil. Vous avez raison, mais je dirais le mieux, c'est fait. Il vient de sortir. Il est sorti en même temps que l'Arme de Pancrace. Donc j'ai travaillé pendant 3 mois, pas cet été, au printemps, mais cet été j'étais sur Pancrace. Pendant 3 mois, j'ai retravaillé les visages de Dieu parce que donc Pocket l'attendait. Et la version qui est sortie chez Pocket, c'est vraiment la définitive. Et là, je suis en train de retravailler, en même temps que je fais les 2 prochains, je suis en train de retravailler sur Le Massacre des Innocents, qui est le numéro 2, qui est une histoire vraiment folle aussi, vraiment bien starbée, avec au moins, il doit y avoir 50 000 morts dedans.
Donc c'est un truc très très particulier et je suis en train de le retravailler pour sa sortie. Donc il sort chez Pocket en septembre. Donc tout est prévu. Et ce qui est bien d'ailleurs avec Pocket et Fleuve Noir, c'est que c'est une vraie machine de guerre. Ils bossent, c'est des pros, ils font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, etc. Et donc on est en confiance, on peut bosser. Je dis ça par rapport à ce que je disais sur les autres éditeurs auparavant. Et donc ce que vous avez sorti chez les autres éditeurs avant ressortira chez Pocket? Oui, intégralement. Voilà, on va tout retrouver. Vous pourrez tout retrouver. Il y aura, d'ici septembre, il y aura les 4. Les 4 principaux. Pour les autres bouquins qui ne sont pas des Amédée des Manoc, ça, il faut que je réfléchisse un peu comment ça va se faire. Mais je ne veux pas trop... Déjà, les gens sont en train de s'habituer à Amédée des Manoc, le commissaire. Donc je vais rester là-dessus pendant un certain temps, le temps que le personnage prenne sa place. D'accord. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.